Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et consuls, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et d'être venus, pour les uns, participer à nos 3 tables rondes, pour les autres, aux échanges qui, je n'en doute pas, seront riches et fructueux. Je veux remercier tout particulièrement Michel Vauvel d'avoir accepté d'être notre grand témoin et, en fin d'après-midi, de conclure nos travaux. Ce colloque international, Philippe Méchet vient de le dire, est le premier qu'organise la Fondation Gabriel Péri, reconnue d'utilité publique par un décret ministériel de juillet 2004. Donc c'est tout frais. Nous avons retenu pour thème la transformation sociale à l'ère de la mondialisation. Il ne s'agit pas pour nous de sacrifier à la mode. Les confrontations autour de la mondialisation ne manquent pas et le terme même fait débat. Ce que nous avons voulu en faisant ce choix, c'est illustrer l'objet de notre entreprise, comprendre le monde d'aujourd'hui, les mutations sociales, les évolutions politiques, les changements dans les mentalités et dans les mœurs. Au fond, ce à quoi nous voulons contribuer, c'est à saisir les grands défis du siècle commençant pour tenter de les relever à travers la novation et l'innovation de la pensée politique de tradition communiste. La politique est pour moi, et selon une expression d'Hannah Arendt, un moyen en vue d'une fin plus haute, je cite. Ce n'est pas, nous le savons, la perception qu'en ont aujourd'hui des millions d'hommes et de femmes à travers le monde. Ils y voient plutôt un moyen de les dominer, de les exploiter, de les diviser, de les opposer parfois. Des millions d'hommes et de femmes s'estiment, pardonnez-moi l'expression refait, pour citer Vaillant, par la politique, au point de s'en sentir exclus et même de s'en exclure volontairement. C'est un fait. D'ailleurs, le sondage que nous avons commandé à l'Ipsos et que commentera tout à l'heure son directeur, M. Pierre Giacometti, en témoigne. Tout cela est particulièrement préoccupant. Pourtant, la situation est paradoxale. Au constat du rejet du politique s'en ajoute un autre, à première vue contradictoire. Partout dans le monde, les mouvements de résistance, les mouvements que nous nommons citoyens ou altermondialistes, se multiplient et s'amplifient avec notamment les forums régionaux et le forum mondial, avec la démultiplication des ONG, dont le rôle grandit sans cesse, et pas seulement dans le domaine humanitaire. De plus en plus et de plus en plus nombreuses, elles investissent directement le domaine social, celui de la solidarité, mais aussi la constitution d'associations transnationales comme ATTAC. Or, cette force montante trouve ses limites, de mon point de vue, dans la défiance, parfois le rejet de la politique que j'évoquais à l'instant. Défiance et rejet aussi, par conséquent, à l'égard des partis eux-mêmes et des responsables politiques. Et j'ajouterais que, là encore, nous sommes en face d'un paradoxe. Comme le montre bien Stéphane Rosès dans un récent article de la revue Le Débat, nos concitoyens, tout en s'estimant mal représentés par leurs élus, tout en s'estimant trompés par les politiques, se montrent infiniment demandeurs de politiques, tout à fait politisées, et au fond attachés au principe de la représentation nationale. Je ne développe pas, mais la conjoncture conforte cette idée. Il faut sans doute y voir la marque de la démocratie républicaine, dont les racines plongent loin, naturellement, ici comme ailleurs. Cependant, sans anticiper sur nos débats, ni généraliser mon propos, c'est à partir de l'expérience française que je parle, et nos invités étrangers peuvent apprécier autrement, naturellement, les choses. J'estime que cette situation fait obstacle à l'émergence de débouchés politiques, c'est-à-dire d'une alternative véritable au modèle libéral,
en même temps qu'elle constitue un potentiel énorme de mobilisation en vue de réformes progressistes véritables. Les paradoxes que je viens de dessiner peuvent se comprendre. D'un côté, la politique n'est jamais une abstraction. Les peuples font face à des politiques concrètes qui produisent des effets concrets. Exploitation, domination, paupérisation, chômage, précarisation, bref, mal-vivre, souffrance, désespoir, en un mot, insécurité amplifiée par la dégradation de l'environnement. D'un côté, les esprits eux-mêmes ont été échaudés par les expériences socialistes, que ce soit à l'Est qui se réclamait du communisme ou celle de l'Ouest qui se proclamait social-démocrate. Ces deux modèles, ces deux idéologies sont aujourd'hui en crise. Et c'est toute la transformation sociale qu'il nous faut repenser. Non pas seulement à cause des échecs dont je viens de parler, mais parce que les évolutions du monde, tant au niveau des sociétés, des classes, qu'au niveau des cultures et des mentalités, exigent de nouvelles approches théoriques et une nouvelle façon de faire de la politique. Nous ne craignons donc pas de proclamer que nous voulons changer le monde. C'est pourquoi nous insistons dans ce premier colloque sur la transformation sociale, sachant bien que ce singulier, là, la transformation sociale, cache un pluriel, des transformations sociales, c'est-à-dire des pratiques politiques dont certaines sont déjà à l'œuvre, tant au travers des mobilisations altermondialistes, j'en parlais tout à l'heure, ou nationales, qu'au travers d'expériences politiques particulières impliquant l'exercice du pouvoir au niveau d'une collectivité, d'un territoire ou d'un État. Or, l'expérience le prouve chez nous, en France comme à l'étranger, les tentatives de gestion progressiste sont fragiles. Et je viens de le souligner, souvent elles échouent. Pourquoi? Grande question. Là encore, je ne veux pas anticiper sur nos échanges, mais il me semble ne pas prendre de risques en avançant que, le plus souvent, la cause de ces échecs réside dans la déception éprouvée par les forces populaires à l'égard de ceux qu'elles soutenaient au départ, parce qu'ils semblaient porter leurs espoirs jusqu'à se diluer, se diviser et parfois se retourner carrément contre eux. Illusion, désillusion, voilà bien un processus inquiétant. Non seulement il ouvre la voie à des revanches sociales destructrices, mais il renforce le rejet de la politique et des politiques. Et par là, il se traduit par une montée préoccupante des populismes. Alors une question nous taraude, comme on dit. Sommes-nous condamnés à l'impuissance? Sommes-nous condamnés à ne pouvoir que constater les paradoxes que j'exposais plus haut? D'un côté, la mondialisation telle qu'elle se développe aujourd'hui, synonyme de fracture sociale et de fracture nord-sud, c'est-à-dire d'accroissement des inégalités, synonyme de marchandisation généralisée, de mise en cause des services publics et des biens publics. D'un autre côté, des rassemblements d'idées et d'actions qui constituent une nouvelle donne dans les relations internationales. D'un côté, des États s'affirmant impuissants face aux marchés ou aux organisations internationales dites de régulation, alors même que ces États y exercent une influence prédominante. C'est vrai notamment pour trois d'entre elles, et pas les moindres, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce et la Banque mondiale. D'un autre côté, de nouvelles expériences sociales et politiques tentées à partir de territoires allant des États, je pense au Brésil, l'Afrique du Sud, le Venezuela par exemple, la liste n'est pas exhaustive naturellement, à des régions, certains États de l'Inde ou des grandes villes, des villes. D'un côté, l'effondrement des idéaux surgit au XIXe siècle et développé au début du XXe. D'un autre côté, la soif de justice sociale jamais assouvie, la résistance au capitalisme sans cesse accrue. Dépasser, chers amis, ces paradoxes, telle est
le défi qui nous est lancé. Tel est le défi que doit relever la politique avec un grand P, tel que nous l'entendons, c'est-à-dire le rassemblement et l'engagement de millions de femmes et d'hommes pour une transformation sociale progressiste, rejetant le libéralisme, non pour nier la mondialisation, mais pour en dégager les potentiels en matière d'émancipation humaine et l'orienter dans ce sens. Dès lors, surgissent de nombreuses questions. Je voudrais en retenir quelques-unes qui me paraissent au cœur des débats. Quelle articulation doit-on inventer entre l'action en responsabilité au gouvernement, comme à l'échelon des territoires, et les mobilisations populaires? Autrement dit, comment répondre aux attentes populaires qu'il faut déjà évaluer quand on est en responsabilité, comme on dit, dans un rapport nécessairement conflictuel et permanent avec les forces dominantes des marchés? Et deuxième question, absolument liée à la première, comment doit évoluer le mouvement social pour être lui-même en responsabilité quand des forces politiques qui s'en réclament ou le représentent sont au pouvoir? J'ai évoqué les relations de la société civile à la politique et aux responsables et aux forces politiques. Comment dépasser l'opposition mouvement social-force politique? Quels obstacles empêchent leur convergence? S'agit-il de divergences idéologiques ou d'un rapport divergent à la pratique politique ou de la combinaison dialectique des deux? Peut-on parvenir à une sorte de cogestion, vous entendez les guillemets, de la transformation sociale? À ce propos, il est beaucoup question de démocratie participative et des expériences sont tentées dans ce sens dont nous aurons ici, je pense, quelques échos. Mais cette démocratie participative doit-elle, peut-elle se substituer à la démocratie représentative ou s'y combiner? Et dans l'affirmative, comment les combiner? Vaste question. Je terminerai par deux autres interrogations. Peut-on agir au sein même des organismes mondiaux dits de régulation? Je les ai cités tout à l'heure pour certains, mais je pense au FMI, à l'OMC. Peut-on les transformer? Faut-il en créer de nouveaux? Est-ce lié à une transformation de l'Organisation des Nations Unies, à l'élargissement de ses pouvoirs en matière économique et sociale? Et enfin, à l'ère de la mondialisation, de quelle régulation a besoin la transformation sociale progressiste pour être vraiment une transformation sociale et vraiment progressiste? Voilà, de manière non exhaustive, vous voyez bien, les questions que nous nous sommes posées dans la préparation, dans l'élaboration de ce colloque. J'ai conscience que celui-ci n'épuisera pas le sujet. Tel n'est d'ailleurs pas notre objectif. Ce que nous souhaitons, voyez-vous, c'est contribuer à confronter les idées entre elles, les idées et le vécu des luttes, les luttes et les expériences concrètes d'exercice du pouvoir. Nous n'envisageons pas ici de trancher dans quelque sens que ce soit. Nous souhaitons un enrichissement mutuel qui permette de s'approcher au mieux et au plus près d'une vérité dont nous avons appris à nos dépens que nul ne la détenait et ne pouvait l'imposer. Je parle ici en communiste, mais cela, me semble-t-il, s'applique à bien d'autres courants de pensée. Aujourd'hui, l'accumulation des connaissances, l'étendue des recherches, la multiplication des lieux d'où l'on investit la réalité humaine et sociale exigent d'aborder d'une toute nouvelle façon la recherche politique, l'innovation politique. Cela nécessite toujours plus la constitution de carrefours, de confrontations, d'espaces de réflexion et d'études, indépendants des institutions et des partis. Des espaces qui soient de véritables ponts entre la recherche en sciences sociales et humaines et, je serais tenté de dire, les praticiens de la politique. S'il est en effet de la responsabilité des formations politiques
de proposer aux citoyens leurs projets, leurs programmes, leurs analyses de la situation à un moment donné et pourquoi pas, naturellement, leur vision du monde. La vocation d'une fondation est tout autre, à mon avis. Il s'y approfondit et s'y confronte des connaissances, des pratiques. Cette confrontation peut nourrir l'engagement politique, c'est souhaitable, mais ce n'est pas l'a priori de notre réflexion. Et au fond, c'est, je crois, un grand service à rendre à la démocratie que de laisser ouverte la recherche, de la rendre disponible au plus grand nombre. Les fondations politiques, en général, la nôtre en tout cas, ne sont pas les laboratoires d'idées annexes des formations politiques. Ce sont des espaces politiques en soi, des lieux d'expression politique, mais pas de pression politique. Ainsi, nous concevons la Fondation Gabriel Péri comme un lieu ouvert, un espace de confrontation d'idées, pacifique et fructueux. C'est dans cet esprit que j'ai l'honneur d'ouvrir ce colloque, ce premier colloque, et c'est cet esprit, j'en suis sûr, qui habitera nos débats. Alors, bon travail et merci de votre attention.